L'Algérie est peut-être en train de vivre un moment historique. Depuis l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en avril, les Algériens sont descendus massivement dans la rue pour dire non à un cinquième mandat du président malade au pouvoir depuis 1999. Une mobilisation sans équivalent depuis la fin de la guerre civile. Pour parler de ces événements, bonjour Abdou Semar. Vous êtes journaliste algérien, fondateur et rédacteur en chef du site Algérie Part. Non au mandat de la honte, disent aujourd'hui des centaines de milliers d'Algériens qui manifestent dans la rue. Jusqu'où peut aller cette mobilisation selon vous ? Alors effectivement, cette mobilisation, elle est importante, elle est historique. Elle est historique dans quelle mesure ? Parce qu'il faut comprendre, quand les gens disent elle est historique, les gens « Ah, pourquoi elle est historique ? La Tunisie, les Marocains, l'Égypte… » Elle est historique parce que l'Algérie est un pays particulier, très particulier. Comme tu l'as bien souligné, je me permets de te tutoyer, parce que comme tu es d'origine algérienne comme moi, le vouvoiement, ça va être très compliqué. Aucun problème. Notamment dans ce contexte un peu brûlant, comme nous sommes un peu émotifs, donc on va essayer d'y mettre de la rationalité pour comprendre un peu le contexte algérien. C'est important pour moi de l'expliquer. C'est historique parce que c'est un pays, l'Algérie était dans un congélateur. C'était vraiment un pays qui était congelé depuis la fin de la guerre. Il y a eu certes le printemps berbère de 2001, mais c'était localisé dans une région qui est la Kabylie. Et la Kabylie était un foyer contestataire, donc c'est resté uniquement isolé à la Kabylie. Le régime en place, le pouvoir algérien, a réussi à circonscrire cette révolte qui était importante, d'une centaine de morts, je rappelle. Après le printemps berbère de 2001, il y a eu janvier 2011, parce que les gens, notamment les étrangers, ils oublient que le printemps arabe a commencé d'abord à Alger, dans la banlieue d'Alger et de Tunis. Chronologiquement parlant, les premières émeutes ont commencé à Bab el-Oued et dans les quartiers populaires d'Alger au même moment qu'à Tunis. Janvier 2011, le pouvoir, il y a eu quelques dégâts, il y a eu beaucoup de dégâts, encore de la répression, mais le pouvoir algérien arrive à s'en sortir une nouvelle fois et grâce à des mécanismes et grâce à sa ruse politique, il a réussi à désamorcer la bombe. Ils ont acheté la paix sociale d'un côté, et ils ont réussi aussi à jouer sur l'échec, enfin pas l'échec, sur l'escalade de violence dans les pays voisins, comme la Libye ou l'Égypte, pour désamorcer la bombe sociale et la bombe et la colère politique en Algérie, ce qui fait que le quatrième mandat est passé en 2014. Aujourd'hui, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui a fait déverser le vase. Les Algériens se sentent humiliés, ils se sentent ridiculisés. Être algérien aujourd'hui a été réduit à ces images d'un président malade, impotent, impuissant, pour reproduire le vocabulaire de la presse internationale. Vous voyez bien les images de Canal+, les caricaturistes, les chroniqueurs français. Les Algériens ont été profondément blessés dans leur âme. Mais j'ai envie de vous dire, il était déjà malade quand il s'est présenté au quatrième mandat. Pourquoi ils ont attendu le cinquième mandat ? Parce que réellement, le problème des Algériens n'est pas Abdelaziz Bouteflika uniquement. C'est Abdelaziz, c'est pas uniquement la santé du président Abdelaziz Bouteflika. Parce que ce président, qu'on le veuille ou non, il compte énormément de partisans. Il ne compte pas que des ennemis. S'il était resté au pouvoir pendant 20 ans, c'est parce qu'il avait réussi à séduire une partie des Algériens, à pactiser avec la rue, à dialoguer avec la rue, à domestiquer la rue et à faire des réformes qui ont fait en sorte que l'Algérie était quand même un pays moyennement différent de ses voisins. L'Algérie n'avait rien à voir avec la Libye de Kadhafi, n'avait rien à voir avec la Tunisie de Ben Ali, n'avait rien à voir avec l'Égypte de Moubarak, ni avec le Maroc de Hassan II, y compris de son fils. Donc il y a eu quelques acquis sociaux et politiques. Par exemple, officialisation de la langue amazigh. J'explique ça, je prends le temps d'expliquer ça de manière pédagogique, parce que de l'extérieur, l'Algérie est comme un trou noir. Tellement le pays est complexe. Et tellement la presse internationale ne peut pas y aller. Et quand elle y va, elle réduit ce pays à une caserne, c'est-à-dire à une grande institution militaire qui est l'armée, ou à un président qui est malade. Or, ce n'est pas le cas. L'Algérie, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que je m'attarde sur ces points-là. Pourquoi 2014 est passé comme une lettre à la poste, même s'il y a eu quelques manifestations de rue, mais qui n'avaient aucunement l'importance ni l'ampleur d'aujourd'hui. 2019, ça a changé. Parce que l'état de santé de Bouteflika s'est encore dégradé par rapport. Donc la symbolique a joué. Et deux, surtout, il y a une crise socio-économique sans précédent. Les réserves de change de l'Algérie vont s'épuiser d'ici 2 ans. Le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi bas. Le chômage n'a jamais été aussi élevé. La chute des prix du pétrole a aggravé les déficits budgétaires. Et la maladie de Bouteflika qui s'est aggravée, c'est d'ailleurs,
a, en quelque sorte, créé des dysfonctionnements politiques au sein du régime. Et les institutions algériennes sont sombrées dans des crises de fonctionnement à cause des luttes claniques qui se sont enclenchées pour succéder, pour trouver un successeur à Bouteflika. Les Algériens ont assisté à l'effritement des institutions de leur pays, à cette nouvelle crise socio-économique, et ils sont très inquiets. On a vu avant les élections, rappelez-vous, l'Algérie a failli et risque même de se transformer en Honduras de l'Afrique du Nord. Les départs dans les boîtes people pour aller en Europe, les l'Eldorado n'ont été aussi importants. Alors que le pays est censé être riche, on a un potentiel économique important. Normalement, c'est à l'Algérie d'accueillir les immigrés et non pas à les exporter. Tous ces éléments, la symbolique de la maladie, dysfonctionnement du régime, effritement des institutions à cause des guerres claniques, colère populaire qui ne cesse de se nourrir d'une véritable crise d'injustice sociale, inégalité sociale. Au moment des oligarques, vous avez des oligarques qui n'ont jamais été aussi riches et qui prennent des privilèges de princes, mais en population qui est complètement déconnectée et encore une fois à l'intérieur du pays qui ne jouit même pas des bienfaits de la civilisation. Coupure d'eau courante, pas de gaz de ville alors qu'on est un pays gazier, des infrastructures publiques quasi inexistantes. Tous ces éléments ont fait en sorte que le volcan algérien a explosé. Le volcan a explosé, il ne peut plus se retenir. Alors selon vous, est-ce que ce volcan justement, il est apolitique ou pas? Pas du tout, il est politique, comme je viens de l'expliquer. Et il est d'abord politique. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand le volcan explose, et la rue s'est exprimée, maintenant il y a une confrontation directe avec le régime algérien. Or, la confrontation directe avec le régime algérien n'est pas aussi facile que ça. Il faut savoir une chose, le régime algérien n'est pas le régime tunisien. Le régime algérien, il est beaucoup plus sophistiqué que le régime tunisien. C'est une sécuritocratie beaucoup plus importante. Si vous voulez, le deuxième régime sécuritaire du monde arabe après la Syrie, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est le pays qui compte un appareil sécuritaire le plus puissant. Je parle des services de renseignement après. L'armée égyptienne est certes numériquement et militairement peut-être mieux classée que l'armée algérienne, mais il y a la différence que le régime algérien a l'habitude de gérer la rue. Octobre 88, une centaine de morts. Le printemps algérien, les Algériens ont été avant-gardistes. Les Algériens ont fait leur printemps en octobre 88. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, il n'y avait pas le Jazeera à l'époque. Plus de 400 morts. 2 belles années de démocratie, après l'arrivée du mouvement islamiste, arrêt du processus électoral 91, la guerre civile. Le régime a géré des expériences pareilles. Et elle a géré 2001, comme je vous ai expliqué. Et elle a géré 2011. Il faut savoir que la rue en Algérie est contestataire par définition. Il y a 2-3 ans, on a énuméré près de 10 000 émeutes par an en Algérie. Mais sauf que ces émeutes étaient chacune dans une région différente. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique, du point de vue de la superficie, après la division du Soudan. Tous ces éléments font en sorte qu'aujourd'hui, cette colère populaire, on n'en est qu'au début. Ça ne signifie pas que le régime va tomber. Ça ne signifie pas du tout que le régime est encore menacé. Il y a encore une grande nuance. La fin du 5e mandat ou l'abandon du 5e mandat ne signifie pas pour autant la chute du régime algérien. Le régime algérien est encore une carte à jouer. Et sa principale carte, c'est le soutien international. Est-ce que selon vous, le gouvernement, justement, il peut résister à cette pression populaire? Est-ce qu'il a les moyens de résister? Il a les moyens de résister pour 2 raisons. D'abord, Abdelaziz Bouteflika, en début de sa maladie, a gardé sa ruse diplomatique. La preuve, en 2011, lorsque le printemps arabe a éclaté, Bouteflika a rapidement entamé la réforme des services de renseignement. Il a accéléré ce qu'on appelle la démilitarisation du régime algérien. Le régime algérien est par définition un régime militaire. Vous savez, il y a un historien algérien qui a écrit qu'après la guerre d'indépendance, au moment de la naissance de l'Algérie indépendante, on a créé un État au service d'une armée, et non pas une armée au service d'un État. Depuis son arrivée au pouvoir, en 1999, Bouteflika a fait en sorte pour démilitariser le régime, pour lui redonner une légitimité internationale, pour lui donner une certaine fréquentabilité. Parce que s'il n'y avait pas Bouteflika et son travail diplomatique, je peux vous assurer que la majorité écrasante des généraux algériens serait sous le coup de mandats d'arrêt internationaux. À la place de Gbagbo, on aurait pu avoir facilement des généraux algériens au regard des crimes atroces qui ont été commis pendant la décennie noire.
Et ça, les étrangers ont du mal à le comprendre. C'est que Bouteflika, pourquoi il est resté aussi longtemps au pouvoir? Il a réussi à permettre à l'Algérie de sortir de son isolement international, de sortir de son embargo. Il n'y avait pratiquement que François Mitterrand à l'époque, et plus tard Chirac, qui donnait 4 milliards de francs à l'Algérie pour pouvoir subsister en plein embargo, en pleine guerre contre les milices islamistes. C'était une véritable milice, une véritable armée qui comptait minimum 20 000 hommes. Bouteflika a fait ce travail-là. Les militaires l'ont ramené, lui il les a eus avec l'usure, il les a dégagés. Printemps arabe éclate, il fait des réformes politiques pour démilitariser le régime, pour sortir les services de renseignement de la sphère politique agisante. Il se débarrasse du chef des renseignements qui est le général Toufir. Il met en place une nouvelle génération de généraux. Son ami Ahmed Gaïd Salah, dont on va parler plus tard, c'est un acteur clé dans la crise algérienne. Il se retrouve ensuite avec un pays qu'il maîtrisait pratiquement à 100%. C'est la première fois qu'un seul clan au pouvoir arrivait à avoir autant de pouvoir sur tout le pays. Sur tout, je parle de tout le pays, c'est-à-dire sur toutes les institutions de l'État. L'Algérie a toujours été un aménagement de clans. Depuis la mort de Boumediene, qui est le grand président charismatique, le régime algérien, c'est un assemblage de clans. C'est la coexistence pacifique entre plusieurs clans. Bouteflika a fait en sorte qu'il n'y ait qu'un clan qui domine les autres. Mais son état de santé, l'aggravation de son état de santé, a commencé à lui créer des véritables soucis d'instabilité et une guerre de succession. D'accord. Et imaginons alors que cette contestation populaire aujourd'hui renverse le pouvoir. Est-ce qu'il y a une figure, un mouvement qui est capable d'émerger et qui empêcherait justement une transition peut-être difficile? C'est une grande inconnue. On a deux scénarios. Le scénario de l'optimisme et le scénario du pessimisme. Le scénario de l'optimisme, l'Algérie a une grande diaspora. L'Algérie est un pays très jeune. On fait 1 million de bébés chaque année. C'est-à-dire, l'Algérie fait autant de bébés que la Tunisie, le Maroc et la Libye réunis. La démographie algérienne, elle est galopante, elle est importante. L'élite algérienne, c'est un pays très jeune, là, 75% de la population en moins de 35 ans. Ce qui fait qu'on a un capital humain sur lequel on peut compter pour reconstruire le pays, pour reconstruire un régime, pour reconstruire un système politique qui est adapté ou adaptable aux besoins de la modernité, aux besoins de la démocratisation progressive du pays. Ça, c'est un acquis. Le deuxième problème, c'est que l'environnement géopolitique de l'Algérie, il est difficile. Quand vous avez vos frontières, la Libye, quand vous avez des frontières avec le nord du Mali, quand vous avez des frontières avec le nord du Niger, vous avez un problème avec le Maroc et le Sahara occidental. Et quand vous êtes à une demi-heure des côtes espagnoles, l'Occident protège le régime algérien parce qu'il ne veut pas d'une Syrie bis. Si l'Algérie barde ou ça éclate, imaginez le nombre de réfugiés algériens qui peuvent aller en Europe. Et l'Europe ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc il y a un soutien franc de la France et des États-Unis normalement, et de la Russie et de la Chine au régime algérien. Donc pour le faire tomber, déjà ça va être très difficile. Encore une fois, il ne faut pas croire que l'Algérie est la Tunisie. Ce n'est pas au bout de 2 ou 3 à 4 marches que le régime va tomber. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça ne sera pas la Syrie, parce qu'il y a une communauté internationale qui fait pression pour l'en empêcher, et que le régime algérien sait très bien que s'il veut survivre, il ne doit pas syrianiser le pays. C'est-à-dire qu'il ne doit pas affronter militairement ou de manière sécuritaire cette population. Maintenant, pour se reconstruire, l'opposition algérienne, elle est faible. Une partie de l'opposition, c'est en bourgeoisie, donc elle a fait partie du pouvoir, comme les islamistes light, qui sont les frères musulmans qui ont été au pouvoir en 1999. Les autres, les laïcs, ils ont pris des postes. Après, il y a des partis qui ont été créés, d'autres partis qui ont été détruits. L'opposition algérienne est complètement déstructurée. Du coup, le seul souci aujourd'hui, c'est que la rue qui sort, les Algériens qui sortent dans la rue, personne ne les représente. Personne ne peut s'autoproclamer leur représentant. Justement, on va y revenir là-dessus. Je voulais vous parler de Rachid Nekaz, qui est aujourd'hui une sorte d'idole des jeunes. Est-ce que lui, il peut être un candidat sérieux pour l'opposition? Pas du tout. Il ne peut pas être un candidat sérieux, d'abord pour 2 choses. Le premier problème, c'est que réglementairement, le mode d'emploi de l'organisation des élections algériennes écarte ce personnage. Les élections algériennes, c'est des élections dont il faut absolument revoir le mode d'organisation. Il faut être algérien de père en fils. Il ne faut jamais avoir possédé une nationalité étrangère au cours de sa vie. Il faut résider dans le pays pendant au moins 10 ans. Donc il est écarté de la course. Maintenant, estimant que le régime va tomber, on va changer les règles électorales. Est-ce que ce monsieur est suffisamment représentatif des Algériens? Il faut faire la différence entre quelqu'un qui fait le buzz et quelqu'un qui peut convaincre. Quelqu'un qui fait le buzz, qui est un people, et quelqu'un qui peut prendre les règnes de l'État et les changer. L'appareil administratif algérien est très compliqué. C'est le pays qui compte le plus grand nombre de fonctionnaires dans le monde arabe. Je vous disais, c'est le plus grand pays d'Afrique.
C'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui ramène du clic. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui va ramener des voix dans une élection ouverte avec la concurrence de personnages qui ont plus d'épaisseur politique? J'en doute fort. Alors moi, ce qui m'a frappé justement, c'est que dans ces manifestations, vous avez tout type de personnes qui manifestent justement. Alors beaucoup de jeunes, dont les étudiants, mais aussi les journalistes, les avocats, et puis surtout des personnes qui ont connu la guerre civile. Il faut le rappeler, cette guerre civile en Algérie qui a eu lieu entre 91 et 99 a fait plus de 400 000 morts. Eh bien, ces personnes avaient une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils avaient peur de revivre ça. Vous en pensez quoi? Je pense que la décennie noire avait longtemps un effet inhibitoire. Voilà, elle pouvait inhiber ou avait un effet repoussoir. Elle pouvait empêcher effectivement les gens parce qu'il y avait encore le traumatisme. Donc à chaque fois qu'on voulait bouger, à chaque fois qu'on voulait sortir, à chaque fois qu'on voulait contester, attention, on peut revenir vers les années noires, vers la décennie, vers le terrorisme, etc. Il y a plusieurs éléments qui expliquent que cette décennie noire ne peut plus représenter un traumatisme général qui peut handicaper la société algérienne. D'abord, c'est le poids de la démographie. La nouvelle génération de jeunes Algériens n'ont pas connu la décennie noire. Et moi, je l'ai dit en 2014, en 2013, dans mes interventions, dans mes écrits, je leur ai dit, écoutez, le régime algérien table beaucoup sur l'effet de la décennie noire. Mais ces effets-là seront escomptés et seront périmés. Parce que chaque année, comptez bien, chaque année, on fait 1 million de bébés depuis plusieurs années. C'est qu'en 10 ans, on a 10 millions d'Algériens encore. Et ces 10 millions d'Algériens vont grandir. Les adolescents d'aujourd'hui, ou les jeunes d'aujourd'hui, n'ont pas connu la décennie noire. Donc ce sont ces jeunes-là qui sortent dans la rue. Je vous dire un élément factuel très important. D'où est-ce qu'elle est venue réellement, cette contestation? Elle est venue des supporters. Les chants qui sont chantés dans les manifestations, dans les rues, ce sont les chants composés, écrits par des supporters des grandes équipes de football. Mouloudia, l'USMA, GSK, l'ASMO, le MCO à Oran, le SS Constantine, le SS Sétif. Ces supporters sont majoritairement adolescents et jeunes. C'est eux qui ont écrit Casa d'Almoradia, par exemple. C'est eux qui ont écrit, c'est eux qui parlent de la mafia, c'est eux qui nomment les dirigeants. Et leurs chansons sur YouTube sont entonnées dans les rues. Leurs chansons sont devenues des hymnes. Cette nouvelle génération n'a pas connu la décennie noire. Donc, quand les Algériens qui ont connu la décennie noire ont vu que cette génération était, c'est bon, désinhibée, c'est-à-dire décomplexée. Voilà, pour le mot terme, décomplexée. Il n'y a plus ce complexe. Et la rue commençait à s'embraser petit à petit. Et les rassemblements ont commencé à s'organiser. Les gens ont commencé à sortir. On se dit, ah, maintenant c'est possible. D'ailleurs, l'une des chansons ou des slogans ou des chants qui sont répétés régulièrement dans ces manifestations, on est ramener le BRI, Djibou le BRI ou le Djibou Saïra. BRI, c'est la brigade, c'est une unité, voilà. Saïra, c'est une grande unité d'élite d'intervention aussi de la gendarmerie nationale. C'est que le mur de la peur a été réellement brisé. Et ils peuvent effrayer le pouvoir, cette génération, elle peut effrayer le pouvoir. Bien sûr qu'elle a effrayé le pouvoir. Elle est en train d'effrayer le pouvoir. Et si elle n'avait pas effrayé le pouvoir, la preuve qu'elle a effrayé le pouvoir. Le pouvoir algérien, il a un appareil sécuritaire. Encore une fois, les services algériens travaillent beaucoup. Ils sont très bien renseignés. Le fait qu'ils ont changé le patron de la police, moi je l'ai dit dans l'une de mes émissions, et on m'a pas beaucoup cru là-dessus. Le fait qu'on a changé le patron de la police, on avait l'ancien patron de la police, il avait 83 ans. Voilà. Juste voilà, et sans commentaire. Si je voulais faire sans commentaire, avec tout le respect que je dois aux personnes âgées. Il a été dégagé, on a ramené un enfant de la boîte, on lui a demandé de gérer, et on lui a demandé de se préparer à faire face à la rue et à ne pas utiliser la force pour ne pas provoquer. Et si le régime algérien a laissé faire la population, a laissé faire ces manifestations, parce qu'il a compris que s'il commence à réprimer maintenant, ça va aller plus tard. Ça va prendre plus tard des dimensions très inquiétantes et ça va se retourner contre lui et ça va se transformer en émeute quasi générale. Oui, parce qu'il faut dire que les forces de l'ordre sont assez mesurées pour l'instant face aux manifestants. Elles sont très mesurées par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à leurs pratiques antérieures, par rapport à leur mode de gestion. Dans les années précédentes, sont plus que mesurées. Le vendredi dernier, 22 février, on a vu des forces de sécurité accompagner les manifestants, les encadrer pratiquement pour leur dire voilà où est-ce que vous pouvez marcher, où est-ce que vous devez marcher. On les a juste bloqués quand ils sont arrivés à la présidence, quand ils voulaient aller jusqu'à la présidence, le palais d'El Mouradia, sur les hauteurs d'Alger. Et dernièrement, hier ou avant-hier, lorsque les étudiants sont sortis massivement dans les rues, il y a eu quelques escarmouches entre des lycéens. Voilà, des adolescents qui n'ont pas connu la guerre civile, pour démontrer, pour étayer mes propos, et les forces de sécurité. Et pour le moment, ça se passe très bien. Il n'y a aucun débordement majeur. Et ni du côté de la population qui a gagné en maturité, parce que
de l'avènement d'une nouvelle génération qui ne connaît pas la décennie noire, mais aussi développement des nouvelles technologies. Les Algériens maintenant sont connectés. Et il y a la 3G, il y a la 4G, ils surfent, ils parlent, ils chattent avec les étrangers, ils voient comment dans les autres pays, ils se disent voilà, si les autres pays peuvent le faire pacifiquement sans faire des dégâts, nous on peut le faire. Nous on peut le faire. Donc la conjugaison entre l'élément démographique et l'élément politique, c'est-à-dire l'élément générationnel, des gens de plus en plus connectés, fait en sorte qu'on a enfin en Algérie une génération de manifestants qui sont conscients, qui ne sont pas violents. Le régime a bien compris, le régime algérien n'est pas idiot, il a des laboratoires. Et moi, c'est ce que je dis, les Algériens, ils ont tort sur une chose. Pourquoi le régime algérien a perduré pendant longtemps? Parce que nous avons sous-estimé sa ruse, nous avons sous-estimé sa capacité. Le régime algérien est comme un serpent. Il change de peau, mais le serpent reste lui-même. Il a compris ces éléments-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de répression. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de dérapage, sauf si il y a un schisme à l'intérieur du régime. Là, c'est un scénario que je crains. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que les télévisions nationales n'ont pas évoqué la manifestation, par exemple, du 22 février. Pourquoi, selon vous? Ah bah parce que les télévisions privées algériennes et publiques, le public je vais lui consacrer un petit chapitre spécial, parce que les télévisions privées algériennes, c'est des télévisions qui sont détenues par des hommes d'affaires, qui sont proches du pouvoir, qui se nourrissent dans la main du pouvoir. C'est des télévisions propagandistes. Et du coup, qui ne s'en cachent pas alors? Qui sont franchement, même pire, en Algérie, c'est ça là. Je veux dire, c'est pour toute personne qui fait une école de journalisme, l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans le journalisme, l'exemple parfait, l'incarnation de la violation systématique de la déontologie journalistique, elle est en Algérie. On a une télévision qui s'appelle Nahar TV, qui par exemple passe son temps à diffamer, à violer la vie privée, à diffuser, à raconter les fake news les plus impressionnants. Ces télévisions ont reçu des instructions très claires et fermes par leurs propriétaires, qui sont encore une fois des oligarques, Ali Haddad, ou Tahkout, ou d'autres, et j'en citerai, la liste elle est encore longue, hein. Je peux vous en citer la liste encore longue. Ces gens-là profitent des marchés publics. Ils ne peuvent pas violer le régime algérien. Ils ne peuvent pas se heurter au régime algérien. Ils ne peuvent pas ne pas manger dans ses mains. Mais les manifestants ont écrit des banderoles, ont scandé des slogans, ils ont demandé des comptes à cette presse, ils ont lancé des appels à ces télévisions de la honte. Il fallait que l'agence de presse publique, et j'en reviens pour terminer ce sujet, l'APS, l'équivalent de l'AFP, il fallait qu'une instruction gouvernementale soit donnée à l'APS, où l'APS a pondu une dépêche sur ces manifestations, et à ce moment-là, ils ont attendu ce moment-là pour que les télévisions privées algériennes commencent à diffuser des images. C'est en toute fin de journée de ce vendredi 22 février, et les langues commençaient à se dédier. Malheureusement, le problème le plus grave, ce n'est pas les télévisions privées, parce qu'elles restent privées, c'est les télévisions publiques. On ne peut même pas les appeler publiques. Il n'y a pas de médias publics en Algérie. Il y a des médias étatiques. Le média étatique est au service du régime. Et pourtant, je vous donne un chiffre, 60 millions d'euros ont été donnés en 2018 par le gouvernement à l'ENTV, c'est la télévision publique algérienne. C'est de l'argent public. Les Algériens payent une redevance d'électricité pour financer leur télévision publique, qui est malheureusement la voix de l'État, mais jamais la voix du peuple, qui n'a jamais écouté ou donné la parole aux Algériens d'en bas. C'est des médias qui diffusent uniquement la version de l'Algérie d'en haut. Il y a eu la rédactrice en chef de la chaîne 3, Radio d'État, qui a démissionné parce qu'on lui a interdit de parler de ces manifestations. Un mouvement commence à se créer au sein des journalistes de ces médias publics. Il y a eu une pétition, demain ils veulent organiser, aujourd'hui même, jeudi, il était prévu qu'il y ait des rassemblements, qu'il y ait une marche. Mais ce mouvement reste très faible. Mais c'est un des débats, l'un des grands chantiers du changement en Algérie, c'est surtout d'annuler le monopole, de libérer les médias publics du monopole de l'État. On va passer à l'international maintenant. Alors, vous l'avez déjà évoqué, mais ce qu'il faut dire, c'est que la France n'est pas favorable à un changement de régime en Algérie. Pas du tout. En tout cas, ils sont favorables à une libéralisation du marché algérien. Ils sont favorables à une ouverture économique. Ils exigent des ouvertures démocratiques. Ils voudraient que l'Algérie, ils font des pressions pour que l'Algérie respecte un minimum syndical des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Mais un changement brutal, c'est-à-dire une chute du régime algérien, l'inconnu fait peur à l'Europe. Ils ne peuvent pas se le permettre. Encore une fois, l'Algérie, ce n'est pas la Syrie. Vous êtes à une demi-heure des côtes européennes. C'est-à-dire entre Oran et l'Espagne, c'est même pas 35 minutes. Entre Annaba
que tu connais bien, Yanis. Ouais, Et la Sardaigne, c'est à peine 35 minutes, 40 minutes. L'Europe ne peut pas se permettre. Elle a énormément peur. Mais l'Europe aujourd'hui et l'Occident est confronté et livré à ses responsabilités. Il y a un peuple qui parle. Ou vous encouragez, ou vous faites les pressions pour qu'il y ait des réformes, pour qu'il y ait une ouverture, pour qu'il y ait une démocratie. Parce que les Algériens ont droit à la démocratie. Les Algériens, ils en ont marre d'être écrasés. Ils en ont marre que leur liberté publique soit bafouée. Ils en ont marre de voir que des parents à eux, des voisins, ou leurs militants, ou leurs journalistes entrent en prison sur un simple coup de téléphone. Les Algériens veulent du changement. Et c'est un vœu, c'est un désir qui est légitime. Il faut absolument que l'Occident comprenne que ce désir légitime va se concrétiser un jour ou l'autre. Alors il vaut mieux qu'il se concrétise dans la paix, de la manière la plus sereine, qu'à travers un chaos qui serait vraiment catastrophique pour l'Occident. Elle pourrait devenir la nouvelle Libye, selon vous, l'Algérie, s'il y avait une ingérence internationale? Non, la Nouvelle-Libye, c'est peu probable, c'est inenvisageable pour moi. C'est pas le même pays, c'est pas la même cartographie sociale et politique. En Algérie, il y a des institutions quand même plus solides. Il y a une société civile, une société tout court un peu plus mature. On n'est pas aussi bédouin ni aussi, je dirais, divisé autour des intérêts claniques. C'est pas une société aussi traditionnellement complexe que la Libye. C'est très différent. Mais elle peut être la Yougoslavie, la future Yougoslavie de l'Afrique du Nord. C'est un grand pays. S'il y a une ingérence étrangère, avec les fortes frustrations sociales, et notamment au sud du pays, qui ont pâti terriblement. Ont pâti les gens du sud de l'Algérie, les gens qui habitent le désert, alors qu'il y a sous leurs pieds des richesses inestimables en pétrole et en gaz, ils vivent comme à l'âge de pierre. Comme à l'âge de pierre. Il y a des gens, ils ne peuvent pas accéder à des soins, ils doivent se déplacer une centaine de kilomètres pour que leur femme puisse accoucher, ils ne peuvent pas étudier, ils n'ont pas une connexion Internet, ils n'arrivent pas à avoir une électricité de qualité. Vraiment, le Sud est dans un état très inquiétant. Alors, ce qui est contradictoire, parce que l'Algérie reste quand même un pays très riche, mais alors où va tout cet argent? Il va dans les poches de l'élite. Et dans les grands programmes de développement, mais qui sont gérés de manière complètement très mauvaise, de manière très très mauvaise, de manière complètement anarchique. L'Algérie a dépensé 1000 milliards de dollars depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. 1000 milliards de dollars, mes amis. 1000 milliards de dollars pour ce résultat-là. C'est vrai qu'en Algérie, il y a 30 milliards de dollars chaque année. Il n'y a pas de pauvres en Algérie par rapport aux autres pays africains. Il faut dire la vérité. Non, il y a eu des acquis sociaux. C'est clair. Et les Algériens vivent mieux que les Libyens. Les Libyens d'aujourd'hui, hein. Les Algériens vivent mieux que les Tunisiens. Les Algériens vivent mieux que les Marocains, ils vivent mieux que les Camerounais, les Ivoiriens et beaucoup de pays d'Afrique. C'est clair. Il y a beaucoup de subventions sociales. Le pain est gratuit pratiquement en Algérie. On jette 40 millions de dollars de pain dans les poubelles, tellement le pain n'est pas cher. Les carburants sont moins chers que l'eau minérale encore. Le logement, il y a des programmes de logement gratuits. 4 millions d'Algériens ont été logés en l'espace de 10 ans. Ça, c'est des faits qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître pour expliquer pourquoi le régime était encore là. N'importe qui peut créer une micro-entreprise. 4 milliards de dollars ont été donnés pour financer le dispositif des micro-entreprises. Et ces micro-entreprises n'ont jamais vu le jour. Beaucoup ont été détournés. Et le gars vend l'équipement qu'il a et prend le crédit bancaire et le détourne et voyage en Europe. Mais la corruption et la mauvaise gouvernance a empêché le développement de l'Algérie. Et elle a aggravé le sous-développement de l'Algérie. 10 milliards sont... On estime que le tiers des importations... L'Algérie importait jusqu'à récemment l'équivalent de 60 milliards de dollars. On importe 10 milliards de dollars de bouffe et de nourriture. Alors qu'on était le grenier de la France à l'époque du colonialisme. On voit des contradictions. Ces factures salées d'importation, au moins le tiers part dans la surfacturation. C'est-à-dire on surfacture pour transférer illégalement des devises pour alimenter les comptes offshore du Panama, du Luxembourg, de Monaco, de Dubaï. Les riches algériens sont hyper riches. En dépit de toutes les potentialités et de tous les atouts qui nous auraient permis d'être vraiment le Brésil de l'Afrique, la Turquie de l'Afrique du Nord, ou peut-être même la Singapour du Maghreb. Alors revenons à Bouteflika, alors on le sait très affaibli, il ne peut plus parler, il ne peut presque plus bouger. Alors est-ce qu'il est réellement capable aujourd'hui d'exercer le pouvoir? Qui exerce le pouvoir en Algérie aujourd'hui? Bouteflika n'est pas capable peut-être d'exercer le pouvoir comme vous l'imaginez. C'est-à-dire, il n'est pas capable d'exercer le pouvoir comme Emmanuel Macron ou comme n'importe quel président classique. Bouteflika est entouré d'un collège de décideurs.
Il a autour de lui un collège de décideurs avec lesquels il délègue, avec lesquels il entame des consultations. Vous savez, j'ai récemment fait une analyse qui a suscité un scandale en Algérie parce que les gens croyaient que j'ai défendu Bouteflika en disant que oui, il est encore conscient. Je me tiens au fait parce que je dis dans le contexte brûlant d'aujourd'hui, si on ne fait pas preuve de rationalisme, si la rationalité n'est pas de mise, on ne comprendra jamais ce qui va se passer. Bouteflika n'est pas mourant. Et dire qu'il est complètement incapable, et qu'il est complètement foutu, et qu'il est handicapé, et qu'il est juste une image, un cadre, c'est le déresponsabiliser, et c'est de le dédouaner de tout le bilan qu'il est. Et c'est de ne rien comprendre au fonctionnement du régime algérien. Ce monsieur, oui, il est encore, le mot qui a été utilisé par François Hollande, l'alacrité. Je n'utiliserai pas ce mot-là, voilà, qui serait très exagéré, mais je dirais qu'il est encore conscient de ce qui se passe. Il ne court pas à le 100 mètres, mais il est encore conscient. Mais ce n'est pas que lui qui dirige, parce qu'il a autour de lui un collège de décideurs, encore une fois. Il y a ce qu'on appelle le clan présidentiel. Il y a ce qu'on appelle l'institution qui est la présidence. Et cette institution dispose d'un groupe de décideurs qui aujourd'hui préside aux destinées de l'Algérie. Et c'est justement avec ce clan présidentiel, avec ce collège de décideurs qui a été nommé, parce que les gens qui sont dans l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika aujourd'hui, ce sont ses propres créations. Bouteflika est un romancier. Il a créé des personnages. Il les a fait grandir. Et 20 ans après, ils sont devenus ses propres fidèles. Ils ne pourront jamais le lâcher. Ils ne pourront jamais le trahir. Ils ne pourront jamais le laisser partir si lui ne veut pas partir. S'il est encore là, c'est parce que lui, il veut encore être là. Non pas parce qu'on l'utilise pour être là. Il faut arrêter ce mensonge qui est une contre-vérité. Si Bouteflika est là, c'est parce qu'il a envie d'être là. Parce qu'il croit qu'il peut être encore président et parce qu'il veut encore être président. Il a encore son libre arbitre. Et tous les gens qui sont autour de lui, ils lui sont d'une fidélité aveugle parce qu'il les a éduqués, il les a formés et il leur a permis d'émerger. Parmi eux, son frère, donc Saïd Bouteflika et Gaïd Saleh. Gaïd Salah, qui est le chef d'état-major de l'armée algérienne, qui est son vice-ministre de la Défense nationale et qui est le patron de l'armée et qui n'aurait jamais pu avoir cette carrière si Bouteflika n'avait pas accédé au pouvoir. Gaïd Salah incarne par définition la création bouteflikaine, c'est-à-dire ou la fiction bouteflikaine, pour reprendre, je vous disais, c'est un romancier. Et la pure création de sa stratégie, de son imaginaire. Il a pris le général Gaïd Salah, il l'a utilisé pour éliminer tous les généraux des années 90 qui l'ont ramené au pouvoir et contre lesquels il s'est retourné pour prendre le pouvoir pour lui-même. C'est lui, il a utilisé pour domestiquer l'institution militaire. Et il a utilisé après contre le général Toufir pour réformer les services de renseignement et domestiquer les services secrets. C'est l'une des armes fatales du président Abdelaziz Bouteflika. Et le général Gaïd Salah ne pourra jamais se retourner contre Bouteflika. Il y a entre eux un pacte d'honneur et une amitié tellement profonde que très peu de gens peuvent comprendre. Il y a vraiment un code d'honneur entre eux. Et ni l'un ni l'autre ne peut partir sans que l'un ou l'autre ne puisse être concerté. Alors on arrive à la fin de cette interview. Dernière question, qu'est-ce que vous espérez pour la suite du mouvement ? Qu'il reste pacifique, qu'il demeure pacifique, qu'il continue à grandir dans un climat serein et que surtout il soit écouté par le pouvoir algérien. C'est l'occasion, c'est le dernier virage de l'Algérie. Franchement, c'est le dernier virage. On rate ce virage, dans 2 ans, on n'aura plus de devises. Le pétrole ne pourra pas nous ramener grand-chose parce que les découvertes de pétrole sont un peu partout. Le gaz de schiste ne pourra jamais nous ramener les milliards qu'on gagnait avant. On sera le Venezuela de demain. Dans 2 ans, on risque d'être le Venezuela. Si on sera le Venezuela dans 2 ans, je peux vous assurer, ça en sera vraiment, vraiment grave. C'est le dernier virage qu'il ne faut absolument pas rater. Que la contestation se poursuive, qu'elle demeure pacifique, qu'elle soit aussi structurée, qu'elle se mette d'accord sur une feuille de route claire avec laquelle on peut faire pression sur le régime et pour qu'on soit pas plus tard noyé, pour qu'elle soit pas plus tard noyautée de l'intérieur et instrumentalisée pour casser ce mouvement populaire. Mais le régime a une grande responsabilité. C'est le moment ou jamais de partir. C'est le moment ou jamais de commencer la transition.
D'accord, merci beaucoup Abdou Semar, merci d'être venu. Merci à toi Yanis de m'avoir invité. À très bientôt. À très bientôt j'espère.